Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je pense qu'on peut commencer la table ronde d'aujourd'hui, donc qui sera autour de la sécurisation d'un environnement cloud. Et du coup, pour en discuter, on a avec nous le plaisir d'accueillir 4 experts. Donc, je vais commencer du plus loin vers le plus proche. Pour commencer, voilà, on a Julien Bachelet qui est groupe CISO chez Hermès. Frédéric, du coup, toi, tu es groupe CISO chez Auchan Retail. Vasco Gomez, qui est CTO spécialisé sur les produits en cybersécurité chez Atos. Et enfin, Pierrick Connor, du coup, qui est responsable Sécu Cloud chez Soprasteria. Et du coup, je n'ai pas de pancarte, mais moi, je suis Constance Ménard et je suis chez Deloitte sur des sujets de sensibilisation et formation à la cybersécurité. Et donc, je serai animatrice de cette table ronde aujourd'hui. Donc, on le sait tous, sécuriser le cloud, pour le coup, c'est pas juste pour la beauté du geste, c'est vraiment parce qu'on veut du coup préserver les assiettes critiques de notre entreprise et de nos clients. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'on met derrière cette grande notion qui est la sécurité du cloud et comprendre un peu les problématiques qu'elle soulève et les actions concrètes qui vont derrière. Et en introduction, alors, je ne sais pas si on m'entend bien, en préparation de la table ronde, Pierrick et moi étions assez surpris par... en préparation de la table ronde, Pierrick et moi étions assez surpris. On pensait qu'à force de rabâcher, de répéter des explications sur le modèle de responsabilité partagée dans le cloud, entre que ce soit SaaS, IaaS, PaaS, on pensait qu'on radotait, que c'était plus la peine, que c'est plus un sujet, qu'on embête tout le monde avec ça. Et en fait, Frédéric, Julien, le retour que vous disiez, c'est que non, c'est pas si clair que ça. C'est toujours utile de l'expliquer. Est-ce que vous pourrez en fait, expliquer un peu et nous éclairer pourquoi cette situation, à votre avis? Alors effectivement, c'est pas si simple que ça. Déjà parce que les choses bougent continuellement. Ensuite, parce qu'il y a des choses qu'on découvre. Si on parle déjà des sujets contractuels qui étaient souvent les premiers sujets de la sécurité du cloud qu'on a évoqués il y a 4-5 ans, qui étaient des aspects assez structurants dans le choix d'un fournisseur d'un fournisseur cloud, et des choses qu'on ne peut pas anticiper. Donc il y a des fonctionnalités qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. On reviendra tout à l'heure sur notamment les fonctions de sécurité, qui souvent manquent beaucoup au cloud service provider. Et donc c'est en train de s'éclaircir, et je pense qu'on a aussi des outils maintenant qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux jusqu'où va la responsabilité des cloud service providers, jusqu'où ils s'arrêtent, soit d'un point de vue contractuel, financier parfois, parce que il faut s'équiper de nouvelles options, ce qui n'était pas prévu parfois au début. Donc non, ça reste pas si simple, mais je pense que les choses, encore une fois, deviennent un petit peu plus claires grâce à cette maturité qui va dans le bon sens, je pense, globalement. Voilà. Je pense également qu'on n'est pas aidé en fait, par le discours marketing des fournisseurs de cloud qui assez simplement nous disent venez chez nous, on s'occupe de la sécu, donc le cloud c'est sécure. Et moi j'ai entendu des DSI me dire pourquoi on irait faire de la sécu, on est dans le cloud, c'est sécure. Donc il n'y a pas très longtemps encore j'entendais ça. Donc le discours marketing nous aide vraiment pas, je pense, à clarifier, à bien prendre en compte, que tout le monde prenne bien en compte ce modèle de responsabilité. Sur certains exemples de découverte, c'est-à-dire forcément de clarté en fait dans la définition des responsabilités, de clarté, de visibilité sur les infrastructures. Ça a eu un gros décalage quand même. Du coup, ce manque de clarté que l'on voit sur ces infrastructures cloud aujourd'hui, un manque de visibilité globale, c'est ce qui pêche le plus, quelque part, en fait. Que ce soit tant sur la compréhension du modèle de responsabilité, mais aussi sur ce qui est déployé, ce que l'on peut faire. Et c'est là où il y a certaines découvertes dont tu nous avais partagé sur notamment la gestion de logs, ce genre de choses-là. Donc c'est exactement un mot d'ordre, en tout cas. Nous, on peut voir régulièrement avec Vasco, et c'est clairement est-ce qu'on peut gagner un peu en maîtrise et en visibilité sur ces environnements-là. Donc on y reviendra sur certaines approches, certaines solutions, mais en effet, le mot d'ordre là-dessus, c'est gagner en visibilité. C'est en effet ça. En visibilité, alors sur la visibilité, il y a plusieurs aspects. Si on se raccroche à ce qu'on disait juste avant,
c'est potentiellement de découvrir quelles sont parfois les limites des offres cloud dans la visibilité qui nous est donnée grâce aux logs, grâce aux traces dont on peut disposer naturellement sur des solutions on-prem. Sur l'aspect de la réponse aux incidents, on sait qu'un des premiers sujets critiques, c'est de disposer du bon niveau de verbosité des logs, de la bonne capacité de collecte, de rétention de données. Et ça, ce sont souvent des choses qu'on découvre à mesure du déploiement de solutions cloud. Et je pense que ces dernières années, beaucoup d'entreprises ont largement monté en maturité sur la réponse aux incidents et découvrent petit à petit qu'il est quand même complexe d'avoir de la visibilité sur l'activité de leur solution cloud, avec parfois aussi la limite qui est celle de la confiance donnée au cloud service provider dans l'exhaustivité et l'intégrité des logs. Donc ça c'est déjà sur le sujet de la visibilité, au moins des limites potentielles des solutions. Et ce qu'on se disait également hier, pour parler du bon côté des choses, c'est qu'on avait de la chance, quand on utilise du cloud, c'est qu'on est refacturé. Et donc le fait d'être refacturé fait que les fournisseurs de cloud connaissent très très bien nos infras. Et pour le coup, c'est un des bénéfices. On peut gagner en visibilité sur les infrastructures qu'on utilise dans le cloud, tout simplement parce qu'elles nous sont refacturées. Les bons outils pour récolter cela et les étudier, les trier, les comprendre aussi, nos assets, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Oui. Donc effectivement, tu pourrais tout simplement te contenter de ta facture et te dire que c'est suffisant. Mais effectivement, c'est beaucoup de données, beaucoup de détails, et il va falloir rentrer dans une démarche d'analyse, de compréhension de ce qui t'est refacturé, et pour vraiment pouvoir bénéficier de toute de la puissance, de la visibilité que t'apporte ton cloud service provider. En général, ça avance avec les sujets de FinOps, quand on va vouloir venir optimiser justement sa consommation cloud. Ce que j'aimais bien, ce que tu disais hier, c'est qu'en fait, on le voit, on voit un problème d'asset management, on voit le contrôle des assets, de visibilité, de log. En fait, on retrouve un peu tous les concepts et tous les domaines, toutes les problématiques de la sécurité. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est, on parlait un peu tous, ce qui change, c'est la manière de les traiter. Donc, tu disais que tu allais jusqu'à avoir la même politique de sécurité, en fait, de high level, de haut niveau. Et quand on descend dans les concepts de guide, de procédure, de process, d'implémentation, de comment la technologie doit s'implémenter, là on change, là ça change pas mal. Exactement. Bah non, ah si. Donc exactement, ça tout le monde avait saisi. Très récemment, j'ai eu une discussion avec les assureurs qui m'ont demandé ma politique de sécurité cloud. Bah moi j'ai pas ça. La politique de sécurité, c'est la même politique de sécurité qu'on soit sur du on-prem ou sur du cloud. Dans les deux cas, effectivement, il faut faire du patch management. Dans les deux cas, il faut faire de la segmentation réseau, il faut faire du contrôle d'accès. Partout, on doit le faire. Donc, je n'ai pas de politique de sécurité différente. La politique de sécurité, pour moi, elle définit le quoi. Elle ne définit pas le comment. Et là, par contre, c'est dans le comment où on rentre à un niveau de détail différent. Et bien sûr, on ne va pas aller faire du contrôle d'accès ou de la segmentation réseau. On a parlé hier des containers. De la même manière, on ne va pas l'implémenter techniquement de la même manière sur du on-prem, par exemple, ou sur du cloud. C'est tout à fait ça, du coup. En fait, les principes de sécurité qu'on applique, que ce soit sur des infrastructures on-prem ou dans le cloud, ça va toujours être lié à une analyse de risque au début. Vous allez identifier clairement vos principales menaces. Vous allez identifier clairement vos biens essentiels. Vous allez définir justement ces politiques de sécurité à déployer. Sauf qu'on est sur une approche disruptive au niveau de technologie. Du coup, on est à adopter une procédure différente d'implémentation et d'utiliser peut-être des solutions plus adaptées qui ont évolué avec ce nouveau mode en fait, de consommation et d'administration de ces infrastructures. Donc la clé, elle est vraiment là. On va rester toujours sur les mêmes politiques de sécurité à appliquer. On va transposer une 27001, par exemple, justement directement dans le cloud. Mais derrière, c'est comment est-ce qu'on l'applique en fait? Quels sont les moyens à mettre en œuvre? Ça, c'est le vrai sujet, avec des solutions plus adaptées aujourd'hui. Ça m'a fait penser à 2-3 exemples vécus. C'était lors de discussions avec des clients un client qui passait en mode microservice, déploiement automatisé, infrastructure immuable sur du container, Kubernetes, et qui me demandait, mais moi, je
je dois connaître mes vulnérabilités. Donc, dans ma politique de sécurité, je dois connaître mes vulnérabilités. Comment je scanne à partir du réseau avec mes sondes de scan, comment je scanne des workloads ou des machines qui ne restent que quelques secondes, qui sont éphémères pour certaines. Et je lui dis, écoute, ce qu'il faut que tu saches, enfin, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas scanner, ce qu'il faut que tu fasses, c'est connaître tes vulnérabilités. Ton problème, c'est déplacer. En fait, là, en regardant, ce qu'il fallait pour lui faire, c'était avoir connaissance, scanner ou récupérer ces repositories, donc ces templates, ces modèles de déploiement, les librairies et les versions de logiciels, des softwares qui sont utilisés, qui vont être déployés automatiquement. Donc, si tu sais quel est ton template, si tu sais ce que tu vas déployer et que tu sais que les workloads, alors c'est une autre question, tu sais que les workloads ne vont pas dévier de ce template, et ça, il faut s'en assurer aussi. Eh bien, tu sais quelles vont être tes vulnérabilités en prod quand les containers vont monter. Donc, ça fait partie du shift left security, c'est de dire ta problématique, ton contrôle de sécurité va se déplacer en amont à un autre endroit. Tu vas le faire différemment. C'est un peu l'illustration de la politique et le problème reste similaire. La manière de le traiter doit évoluer. Et tout à fait, que ça soit donc en amont, là, sur la partie prevent, comme tu viens de le dire, et après, sur la surveillance, en fait, derrière. On est obligé d'adapter, de changer la méthode de surveillance, d'avoir cette approche d'automatisation, puisque pour pouvoir surveiller, comme vient de l'expliquer justement Vasco, c'est des containers, des éléments qui sont déployables en quelques secondes, qui ont une durée de vie très très courte. Il faut savoir adopter aussi les bons mécanismes de détection et du coup revoir sa détection. C'est là où on passe clairement à un environnement de passage à l'échelle. On est vraiment sur une autre dimension complète. Donc c'est important justement d'avoir cette posture d'automatisation justement et de recherche par rapport à ces infrastructures cloud et de ne pas rester sur une analyse classique, j'ai envie de dire. Et pourtant, ça répond aux mêmes besoins. Est-ce qu'on va détecter la même chose, le même incident, la même problématique? Là, on répond à la même problématique. C'est juste, encore une fois, le comment y arriver. Je pense qu'on peut peut-être parler aussi de la problématique de la gestion des accès qui reste du coup... Alors avant mais on y viendra naturellement. Pour rester sur le sujet de la visibilité qu'on introduisait tout à l'heure et qui s'aligne avec ce que vous disiez à l'instant, messieurs, la visibilité, elle est essentielle. Enfin, on le sait quand on fait de la sécurité. Une des premières choses sur laquelle on doit être assez clair, c'est qu'est-ce qu'on doit protéger. Un des problèmes du cloud depuis que ça existe, c'est de savoir comment nos utilisateurs consomment des applications cloud. Donc on a un certain nombre de techniques et d'outils comme les Cloud Access Security Brokers qui nous permettent au moins de voir quels sont, par l'analyse du trafic, les services cloud utilisés par nos utilisateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont assez anciennes. On pourra revenir un peu plus en détail là-dessus parce que c'est chez nous quelque chose qu'on a mis en place très vite en 2017 dès lors qu'on a ouvert les services Office 365 et sur la partie cloud qui correspond plus aux infrastructures IaaS et PaaS, on a aujourd'hui des outils qui commencent à être matures de CSPM, donc de Cloud Security Posture Management, qui nous permettent déjà de savoir qu'est-ce qu'utilisent les équipes de production, les équipes DevSecOps en matière de cloud, en matière de composants cloud. Typiquement, moi j'ai une petite anecdote sur la Chine, qui est un marché qui a beaucoup explosé ces dernières années, et c'est plutôt pas mal pour l'activité de notre maison, notamment en 2020. Le marché de la Chine a explosé, notamment avec un canal de communication qui est WeChat, et sur lequel il y a eu énormément de demandes. Et en termes de transformation, c'est quelque chose que les équipes IT ont totalement suivi. Et on est parti sur la mise en place d'une infrastructure Azure et l'instanciation de quelques VM au début. Donc pour accompagner ça, il y a 4 ans, assez classiquement, on a fait une analyse de risque, des audits, et on a essayé d'accompagner, on va dire un peu à l'ancienne, les équipes de production IT en Chine. Il y a 1 an, quand on s'est dit qu'on devait s'outiller un petit peu plus parce que la Chine et d'autres filiales avaient commencé à déployer des infra cloud, qu'elles soient sur base de composants SaaS, enfin plutôt IaaS PaaS, pardon. On s'est dit que c'était important de gagner de la visibilité et d'avoir justement capacité de contrôler la politique de sécurité, la façon dont elle était appliquée, en tout cas, de façon très concrète techniquement, sur les différentes tenantes cloud. Et en Chine, au moment où on a mis en place cet outil de CSPM, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 10 machines, mais qu'il y en avait 250.
Donc en 2-3 ans, alors que voilà, l'équipe n'avait pas été hyper transparente dans la montée en charge de cette infrastructure, mais très vite on s'est rendu compte d'un certain nombre d'anomalies en termes de configuration, et on a pu, on va dire, recadrer les choses, faire preuve d'un petit peu de pédagogie en leur donnant aussi cet outil pour permettre aux ingénieurs cloud de suivre leur configuration, leur alignement de ces configurations avec nos politiques de sécurité, sachant qu'un des gros risques pour nous sur les infra cloud, c'est ce que j'appelle moi souvent la volatilité des configurations. Quand on fait du cloud, on a parfois encore des ingénieurs de production qui font encore beaucoup de choses manuellement, comme s'ils paramétraient des serveurs avant, à l'ancienne. Mais la tendance, c'est quand même de paramétrer aussi les serveurs, les composants cloud par du code, par de l'infra as code. Et vous savez le risque que représente la modification d'une case à cocher, un mauvais paramètre qui serait commit dans un pipeline de développement. Et ça, typiquement, sans outillage, on s'expose énormément à des risques très importants. Donc pour nous, en tout cas, l'approche CSPM, la visibilité qu'elle donne et le contrôle du risque, quasiment en temps réel, c'est quelque chose qui est devenu un essentiel. Je prends. Donc effectivement, c'est une des particularités du cloud. Comme on passe à l'ère industrielle de l'IT, on a besoin également d'outils de sécurité qui nous permettent de traiter la sécurité à l'ère industrielle. On doit absolument avoir une maîtrise de tout le process de sécurité. Tu donnais l'exemple d'une case à cocher. On aurait pu avoir un incident de sécurité chez nous il y a quelques temps. Quand on s'en est rendu compte, c'était une case à cocher. Mais ça aurait pu être vraiment très grave pour nous. Une erreur, un oubli, une case à cocher. Je vais répondre à ta question, enfin ta remarque tout à l'heure sur la gestion des identités et des accès. Donc effectivement, si vous avez en tête le modèle de responsabilité, quel que soit le modèle de cloud que vous consommiez, du IaaS, du PaaS, du SaaS, il y a quand même deux choses qui restent toujours de votre responsabilité. C'est la sécurité des données. Donc c'est à vous de savoir si mettre ces données-là dans le cloud, c'est suffisant, enfin ça apporte le bon niveau de sécurité ou pas. Et la gestion des identités et des accès. Parce que là, le cloud provider, il ne connaît pas vos collaborateurs, il ne connaît pas vos clients, ce n'est pas lui qui va donner les droits à votre place. Et donc, maîtriser la gestion des identités et des accès est absolument nécessaire quand on part dans le cloud. De mon point de vue, faire du cloud, et je pense qu'on le fait tous aujourd'hui, sans de gestion des identités et des accès, qui permet de faire ça à l'ère industrielle également, c'est une erreur monumentale, c'est un oubli monumental et c'est une prise de risque terrible. Oui, tu as raison. On parle beaucoup, et c'est un autre mot-clé, on parle beaucoup de zéro trust, mais c'est un peu cela. On est passé dans un modèle maintenant où, un modèle à l'ancienne où on était retranché derrière un périmètre qui était défini, tout ce qui rentrait à l'intérieur avait été validé, et donc l'IM n'était, et je pense qu'il y a des bonnes raisons, mais l'IM n'était pas aussi considéré qu'il aurait fallu au niveau des applications, de l'infra, etc. Et là, maintenant, on ne peut plus se permettre. L'IM prend une importance, tu disais, considérable. En fait, c'est même, à mon sens, le contrôle ou la solution de protection, le point de protection le plus important. Nos données, maintenant, sont à une erreur de permission de n'importe quel hacker ou n'importe qui partout. Donc, une erreur de permission et nos données sont accessibles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça prend une importance non seulement sur l'accès, mais aussi sur une maintenance à long terme d'une situation saine. On sait que la vie en entreprise évolue, les gens changent, les gens évoluent. Et donc maintenir tout cela, c'est une problématique qui ne peut plus être secondaire. Oui, et comme tu le disais, quelqu'un qui quitte l'entreprise, auparavant, il fallait être dans les locaux. Il fallait badger pour entrer, ou il y avait une clé. Enfin, il y avait presque, j'oserais presque dire qu'il y avait un deuxième facteur déjà. Il fallait être au bon endroit. Là maintenant, vous pouvez être n'importe où dans le monde et accéder à Gmail, à Salesforce, à O365. Et n'importe quelle machine. Et la seule chose qui compte, c'est ton identité. Tu quittes l'entreprise, à l'heure où tu quittes l'entreprise, on doit verrouiller ton compte chez tous les fournisseurs de SaaS. Si vous le faites à la main, je ne sais pas comment vous le faites. Ça va prendre du temps, et encore plus aujourd'hui. Et tu vas oublier. Oui, on en oublie.
Et encore plus aujourd'hui quand tu parles justement de ces accès à la donnée, où avant on était très localisé, en fait, on savait d'où est-ce qu'on arrivait pour accéder à cette donnée-là, mais là ça fait 18 mois qu'on est tous en crise sanitaire majeure, où le télétravail s'est massivement développé, où l'exposition justement de ces datas a dû être mise en œuvre par les différentes entreprises, notamment ici, donc ça arrivait même je pense pour vous. Aujourd'hui, c'est la réelle question voilà, de cet accès. Qui peut avoir accès à cette donnée? Donc l'identité, c'est clairement un des piliers justement des aspects sécurité sur l'accès à la data, mais aussi d'où est-ce qu'on accède à cette donnée. Donc les accès un peu conditionnés, que ce soit géographique. Je ne sais pas du coup si vous avez des utilisateurs qui doivent être localisés dans certaines régions du globe. Et ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Mais aussi depuis quel asset. Donc l'asset management, on y revient encore une fois. Gagner la visibilité, le contrôle sur ces accès-là. On est complètement en train de changer un peu cette approche-là, mais parce que le périmètre s'étend. Comme on a redit plusieurs fois, je pense, c'est le passage à l'échelle, c'est le domaine industriel, et on ne peut pas rester justement sur des approches qui étaient un peu à l'ancienne. Donc c'est clairement aujourd'hui un des piliers à prendre en compte, ces aspects-là. Je voulais rajouter quelque chose. Non, juste l'évolution, on a parlé, on replace l'IAM au cœur du débat. Donc tu me parlais même que c'est le pilier fondamental de ta politique de sécurité, ce qui est très bien. Après, Julien avait mentionné le CASB, les Cloud Access Security Brokers, pour avoir une visibilité et appliquer des contrôles de sécurité sur les applications SaaS qu'on consomme. On a parlé de CSPM, Cloud Security Posture Management, pour avoir une visibilité sur notre infrastructure as a service, sur les mauvaises configurations, sur la conformité de nos configurations, sur nos assets, sur les contrôles de sécurité qui sont appliqués. Ça commence à faire quelques bases quand même qui sont intéressantes à ne pas rater. C'est pas suffisant, hein, et selon la manière dont on consomme le cloud, il y a d'autres choses à ajouter. On rajoutait dans la discussion le Cloud Workload Protection, qui va être la manière de protéger nos workloads. Et donc, dans workload, le mot peut couvrir une machine virtuelle, un container, une application. On peut même, alors c'est un peu, on se débattait là-dessus, c'est problème de vocabulaire. On pourrait mettre aussi les API là-dedans. Donc, vous avez IAM, CSPM, CASB, CWPP, enfin Cloud Workload Protection, et le contrôle des API dès que nos applications, c'est pas que elles le font déjà, communiquent avec des applications externes, et sans oublier le chiffrement pour protéger nos données quand elles transitent. Mais ça, c'était déjà le cas on-prem, ça reste le cas dans le cloud, et peut-être même avec d'autres angles d'ailleurs. Et ce qu'explique Vasco ici, c'est clairement une terminologie qui est devenue la mode à partir de 2019 par le Gartner, c'est ce qu'on appelle l'approche SASI, le Secure Access Service Edge, qui permet justement de mettre en œuvre plusieurs mécanismes pour garantir la sécurité de cet accès à cette donnée par différents moyens. Tu les as listés, l'approche par le CASB, donc le contrôle d'accès vraiment conditionné, des approches donc sur les firewalls justement qui vont être hébergés sur l'infrastructure, donc c'est vraiment la sécurité périmétrique et périphérique des infrastructures cloud. On va travailler sur les CDN, sur tout un ensemble justement de produits de sécurité pour mettre en œuvre des politiques justement d'accès qui vont être vraiment basées sur l'identité et la géolocalisation entre autres. Et ça s'applique sur des infrastructures aussi, où là on va aller plus sur les environnements peut-être de microservices, où on aura ces mêmes problématiques et ces mêmes approches de sécurisation au niveau des applications. Je pense notamment au service mesh. Ouais, alors, on parlait de du report de certains contrôles de sécurité, donc dans le SASI, des contrôles de sécurité qu'on va confier à des prestataires de sécurité, et donc qui va analyser et nettoyer un peu le trafic des utilisateurs quand ils vont accéder à nos infrastructures ou à d'autres, ou au cloud ou à des services web. Et sur l'infrastructure, on commence à voir sur des services, sur des applications microservicées, enfin on commence pas, c'est déjà microservicé, la délégation dans les services applicatifs, la délégation des contrôles de connectivité, des contrôles un peu plus infrastructure, donc sur un service mesh qui va être un sidecar, donc un petit container qui va être spécialisé, qui va être près du container applicatif, qui porte le service applicatif et qui va communiquer avec un control plane central. Et en fait, ce petit service mesh, ou ce sidecar, va contrôler la qualité de la communication réseau, va appliquer des règles de filtrage, des règles de contrôle d'accès, une terminaison SSL ou TLS pour le chiffrement. Et pourquoi ça? Parce que quand on a commencé à microservicer nos applications, on s'est rendu compte que en tout cas c'est un retour que j'ai eu des clients, on s'est rendu compte que les équipes applicatives, donc maintenant qui sont par fonction
sous fonction d'une application, redesigner ces contrôles-là, ou ces contrôles réseau, ces contrôles sécurité, ces contrôles d'accès, et chacun le faisait un peu à sa sauce, pour une même application, pour différents microservices de la même application. En fait, très vite, on a délégué ça à une fonction centralisée, donc ces services mesh, et ça permet aux équipes, non seulement aux équipes applicatives de se concentrer sur la partie business et applicative, réellement applicative, et que ces contrôles de qualité réseau et de sécurité réseau et de communication soient standardisés. Et encore une fois, on passe à l'échelle. On passe à l'échelle, ça devient industriel. La sécu, elle est pareille partout. Mais on voit, encore une fois, c'est les mêmes contrôles, mais réalisés totalement différents. Et pour une équipe sécurité, ça demande aussi d'évoluer en compétences, ça demande d'évoluer dans la manière de dresser les choses. C'est pas simple. Comment vous le voyez, vous, comment ça se passe, ce challenge de transformer un peu les compétences et les équipes? Alors, comme tu dis, ce sont de nouvelles choses à faire et avec beaucoup de nouvelles technologies. Alors, on a une approche à peu près similaire, où en fait on vient combiner une expertise Ops avec une expertise sécurité. Pourquoi ? Nous, moi en tout cas, je considère qu'on ne peut pas être expert des containers, surtout que ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière en fonction du cloud provider, etc. Enfin bref, c'est très compliqué. Et on a des gens dans les équipes opérationnelles qui sont brillants là-dessus. Et qui n'ont peut-être pas toutes les clés de la sécurité. Et donc, on crée des équipes qui viennent cumuler, entre guillemets, les compétences. Plutôt que d'avoir un mouton à 5 pattes, on a 2 demi-moutons à 1 à 2 et 1 à 3 pattes. Mais en tout cas, on vient chercher l'expertise là où elle est, et c'est ça qui nous permet en fait, de gagner en efficacité pour vraiment faire de la sécurité et bien l'implémenter. Là, on parle du coup de l'aspect humain et de la transformation. Je pense que c'est une des clés et nous un point de pivot dans la reprise de la maîtrise de nos infra cloud qui s'est opérée ces derniers mois. Comme l'explique Fred, nous on est assez focalisé sur l'importance d'avoir des équipes IT Ops et sécurité qui travaillent ensemble. Tout à l'heure, je parlais du concept de DevSecOps dont on parle depuis longtemps. Mais c'est quelque chose qui est essentiel. Alors ça fonctionne pour le cloud, mais sur plein d'autres aspects. Et justement, je parlais de l'outil tout à l'heure qui a été parfois, on ne fait pas de la sécu qu'avec des outils, mais parfois ça peut être une façon de rapprocher deux équipes de deux mondes différents qui doivent converger vers des mêmes objectifs. Et parfois une approche plateforme-outil peut aider. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé. Après qu'on ait constaté que finalement on était nous souvent un petit peu embêtés par la mise en place de nouvelles solutions cloud, plus à défaut de maîtrise technique. Je pense que quand les entreprises s'orientent vers le cloud, elles minimisent parfois l'impact que ça a sur les compétences, et comme je disais tout à l'heure, des administrateurs systèmes qui ont l'habitude d'opérer des infrastructures depuis des années sur des composants physiques en data center, quand on leur demande quasiment du jour au lendemain d'aller opérer, d'instancier des conteneurs EC2 chez Amazon, ça ne marche pas pareil. Alors ils peuvent potentiellement essayer de le faire pareil, mais c'est absolument pas le bénéfice du cloud. Et le passage à l'échelle que le cloud peut apporter est absolument mis de côté dans ces cas-là. Donc l'une des clés, et clairement c'est là où nous on a encore beaucoup de difficultés, c'est de s'assurer que le niveau de maîtrise il est suffisamment bon du côté des équipes de production et que dans un dialogue permanent avec eux, on arrive à adapter encore une fois nos concepts de sécurité qui ne sont pas vraiment différents entre les infrastructures historiques et les infrastructures cloud, en se challengeant en permanence sur l'évolution techno. On parlait de microservices ou de containers. Nos bons vieux principes de microsegmentation, ils ne s'adaptent plus forcément à des machines qu'on instancie et qu'on renouvelle toutes les 24 heures. Votre EDR, vous ne l'installez pas forcément sur une machine qui existe que pendant 48 heures. En tout cas, il y a un certain nombre de workarounds ou d'autres façons de faire pour atteindre les mêmes objectifs de sécurité. Et ça, c'est clairement certainement l'un des plus gros challenges qu'on a dans l'adaptation de nos politiques de sécurité aux usages du cloud. Et c'est, en tout cas, l'expérience que j'en ai, un bon moyen de se rapprocher un peu plus des équipes de production pour qu'elles comprennent elles-mêmes un peu mieux les risques.
J'y vois un autre avantage qu'on n'avait pas cité, c'est on gagne de la puissance de frappe en fait. Normalement, j'apprends à personne dans cette salle qu'il y a pénurie mondiale de ressources en sécu. Et donc, nous, on ne peut pas tout faire. Et donc, c'est vrai que du coup, bosser avec des gens qui sont aux ops, ça nous permet justement de gagner en puissance de frappe. On ne va pas essayer de trouver des experts en sécurité qui ont, comme je disais, des moutons à 5 pattes. Là, on apporte l'expertise sécurité aux ops et c'est eux derrière qui vont aussi permettre de passer à l'échelle. Complètement. Et là, pour du déploiement d'infrastructures, comme tu le disais, on change un peu justement des profils habituels. On passe sur des infrastructures en ASCON, donc des profils plus de développeurs. Et là aussi, la même chose, on va appliquer encore les mêmes principes de sécurité. Comment est-ce qu'on va protéger le code qui va être déployé et qui permet de déployer une infrastructure complète sur des environnements de GitHub, GitLab, entre autres. Donc encore on va faire appliquer ces bonnes pratiques. Donc ce n'est pas une nouvelle règle, on applique les bonnes pratiques, on ne stocke pas des secrets, des clés API qui permettent de faire du redéploiement. C'est ce genre de choses qui est sujet à une menace principale, c'est la récupération de ces informations-là pour pouvoir récupérer le code et détruire une infrastructure ou repopper une infrastructure à la place des clients. Donc, c'est la resensibilisation, comme tu l'as dit Frédéric, de travailler avec les équipes opérationnelles et leur redonner justement ces bonnes pratiques de sécurité et de les appliquer pour réduire un peu cette menace qui pèse énormément sur ces infras massivement exposées. Peut-être pour résumer, du coup, c'est quoi les clés, quels sont les éléments essentiels d'une migration cloud réussie ? Je pense qu'un des aspects, c'est ce que j'évoquais juste avant, c'est la transfo humaine et de l'expertise qui, selon moi, fonctionne plus ou moins bien selon la clarté de la stratégie. Aller vers le cloud, c'est pas juste parce que sur quelques applications, quelques cas d'usage, c'est plus facile, c'est plus rapide. Ça doit s'inscrire sur une vraie vision qui est une stratégie de DSI, qui se construit dans le monde idéal avec le RSSI. Mais je pense que l'un des sujets, c'est d'avoir les idées extrêmement claires sur les bénéfices qu'on peut attendre du cloud, parfois sur l'éligibilité de certains workloads. On a certaines entreprises qui ont tendance à partir, une fois que la porte est ouverte vers le cloud, vers une migration massive de tout leur workload, là où ça ne fait pas toujours sens. Ça, c'est assez complexe parfois à évaluer. Donc voilà, si je dois en dire peut-être mettre une chose en avant, c'est peut-être déjà cette stratégie, la définition d'une stratégie pour donner un cap clair à l'humain, aux hommes et aux femmes qui vont engager la transformation. Et tu disais dans un monde idéal, dans la perfection, dans un monde idéal, on a parlé tout à l'heure de certaines solutions de base, CSPM, CASB, Cloud Workload Protection, IAM. Dans un monde idéal, tout cela devrait être en place avant la première migration de workload ou la première adoption d'applications SaaS. On sait que ça, là, c'est un rêve, c'est une utopie, mais au plus tôt, le RSSI doit être mis dans la boucle le plus tôt possible et il doit implémenter alors après analyse de risque et après vérification de ses propres besoins, mais je pense que ces trois piliers, et on a cité aussi l'IAM, sont indispensables au plus tôt. Moi, je pense, je reviens sur le fait de penser à l'échelle, industrielle, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais le cloud, on utilise aussi maintenant des solutions de sécurité qui sont dans le cloud. Tout comme n'importe quelle fonction métier de l'entreprise, nous, sécurité, on a besoin de consommer du service informatique. Et donc, nous aussi, on va s'appuyer sur la flexibilité et les avantages du cloud pour pouvoir supporter cette échelle industrielle. Concrètement, chez Auchan, nous, on a notre gestion des identités et des accès, monde, qui n'est pas chez nous. Les infrastructures ne sont pas chez nous. Tu disais, c'est le manque de compétences ou le manque de ressources sécurité dans le marché fait qu'on n'a pas toujours en interne, j'imagine que vous n'avez pas toujours en interne les compétences ou le nombre de personnes, ce n'est pas en termes de qualité, c'est en nombre de personnes pour gérer tout cela et donc déléguer, consommer aussi des services de sécurité en as a service est un intérêt dans certains cas. Exactement, mais le cloud, c'est ça. Je ne parle pas de la sécu, je parle de manière générale. Si avec O365 et Google, qui sont les deux plus gros fournisseurs de mail, effectivement, on n'a plus besoin d'avoir d'équipe pour gérer l'infrastructure de mail, de faire les mises à jour, etc., etc., etc. Donc, on est passé à l'échelle. On fait la même chose sur la sécu. Et c'est là où, justement, c'est un enjeu massif, comme l'a expliqué Frédéric. C'est
pour des succès, c'est gagner cette visibilité-là. Surtout, ça devient de plus en plus compliqué lorsqu'on aborde la thématique du multi-cloud. Là, clairement, si on utilise des environnements mixtes, comme tu viens de l'énoncer là, ça devient d'autant plus crucial, la gestion de l'identité dans cet environnement-là. Donc encore là, on revient sur la branche de l'IAM, qui est un point central sur cela. Et encore, quand on va devoir gagner en visibilité sur ces différents fournisseurs de services cloud, les CSPM, c'est aussi des solutions pour pouvoir rationaliser cette vue d'ensemble et d'avoir clairement l'approche globale et de ne pas crouler sous un nombre incessant d'outils aussi qui ferait perdre du temps. Donc c'est aussi ces approches-là pour gagner la visibilité sur les ensembles de ces fournisseurs de services cloud. Sinon, ça va devenir clairement un cauchemar. Et à cela, rajouter ces fameux use cases nouveaux que l'on a aujourd'hui de consommation de ces nouveaux services à considérer. Sinon, après, ça devient un peu de la débandade, comme on peut dire au point de vue FinOps, si on n'arrive pas à avoir ce suivi. Et vous allez voir à chaque fin de mois, justement, une facture s'alourdir et une exposition de plus en plus massive. Ouais. Et je rajouterai un point au niveau stratégie à l'origine, c'est connaître ces données. Donc il y a eu beaucoup on a beaucoup parlé, on a beaucoup essayé d'accompagner des clients dans leur classification de données, dans leur data classification, comprendre leurs données, où sont les données stratégiques, etc. On parle de cloud et de déléguer donc à des cloud providers certains de nos traitements, certaines de nos données. Et donc, on en parlait hier, on a confiance, on choisit un cloud provider, on choisit un partenaire, on lui fait confiance jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'au-delà de ce niveau, il y a des données ou des informations ou des points, on a tous peut-être 1%, peut-être moins, peut-être plus, peut-être 5% de données qui sont trop sensibles pour le niveau de confiance qu'on peut leur fournir. Donc connaître, alors peut-être, et dans certains cas, alors je veux pas, peut-être 100%, mais au moins le savoir quelle est la limite, on parlait de use case à déployer dans le code, d'autres pas. Donc avoir cette compréhension avant de transformer et avant de retrouver ces données un peu partout est primordial à mon sens. C'est ce que tu disais, hein. L'approche par les risques reste applicable. Hein. On ne va pas avoir le même niveau d'exigence de sécurité selon que le cloud provider il affiche le menu de la cantine ou il traite de la donnée perso, effectivement. Il y a une contrepartie à l'usage du cloud. On en a touché un petit peu un bout tout à l'heure, c'est sur la gestion des incidents. Parce qu'effectivement, du coup, on a une dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Et là où auparavant, pour reprendre l'exemple des logs, les logs ils étaient chez nous et disponibles, là, quand on voulait faire une analyse détaillée, il faut un petit peu de temps pour les rapatrier. Nous, on a eu le cas d'incident qu'on a eu chez nous, pour vous le partager. Donc la case à cocher, quand on a découvert l'incident, ça nous a pris un gros 10 minutes. Par contre, on devait estimer l'impact et s'assurer que du coup, il n'y avait pas eu d'impact chez nous. Ça a pris 5 mois. 5 mois pour récupérer tous les logs sur un petit peu plus d'un an. Et la difficulté, c'est que le cloud provider, c'est une entreprise comme les autres. Donc eux, ils ne gardent pas tous les logs dans une base à chaud. Tout était archivé. Et donc ils ont dû tout désarchiver pour pouvoir nous fournir les logs. Et après, ils se posent la question aussi du transfert. Parce que quand il y a du volume, ça passe par Internet, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est facturé. Et là, c'était pas facturé, non. Je ne sais pas si vous avez envie d'aborder quelque chose encore, parce qu'après on va peut-être passer à la phase de questions-réponses. Peut-être pour conclure, donc je pense que ce qui ressort majoritairement, c'est qu'on observe que les concepts de sécurité, finalement, ça reste les mêmes dans le cloud, que c'est plus la manière de les mettre en œuvre qui va différer. Le point majeur aussi qu'on peut évoquer, c'est vraiment cet enjeu de compétences, en fait, de monter en compétence des équipes sur l'administration du cloud. Et que du coup aujourd'hui en fait les équipes elles doivent devoir s'adapter et ensuite le point qui a été souvent relevé par Frédéric, c'était vraiment l'enjeu d'industrialisation, qu'en fait il y a un véritable changement d'échelle avec le fait de passer dans le cloud et que s'il y a un incident de sécurité, du coup les conséquences elles en sont que plus dramatiques. C'était du coup la conclusion. Je ne sais pas si vous avez des questions suite aux interventions respectives de chacun. Bonjour, je m'appelle Nelly. Alors, j'ai une petite question. J'aimerais connaître, en fait, comment vous abordez, sur quelle approche, l'accès aux données et la sécurisation dans le cadre du Cloud Act des États-Unis.
C'est une bonne question. On se disait juste à l'instant qu'on n'avait pas pu adresser l'aspect réglementaire, et il est énorme quand on parle de cloud, quand on parle d'acceptation du risque et du niveau de confiance qu'on donne au cloud service provider. L'un des premiers sujets, c'est la maîtrise des données et notamment la confidentialité. Jusqu'où va la confidentialité des données qu'on confie à un cloud service provider. Donc forcément, on a tous des cartographies des risques, des enjeux stratégiques d'entreprise qui font qu'on peut accepter plus ou moins facilement le stockage de données à l'étranger. Je sais que dans des milieux qui sont beaucoup plus réglementés, c'est notamment où ça a souvent été un frein à l'adoption du cloud. Nous, on le fait assez simplement dans le respect pur du règlement des données personnelles, qui est un des sujets chez Hermès en tant que marchand sur lequel on a forcément un niveau de risque très élevé à traiter. Et donc l'acceptation, quelque part, de stocker un certain nombre de nos données chez un cloud service provider qui est américain, c'est quelque chose qu'on accepte. En tout cas, dans la stratégie et dans le choix des solutions qui ont été faits entre 2017 et 2020, de se dire, la question a clairement été soulevée, hein, est-ce que du point de vue de notre... je ne vais pas dire souveraineté, j'ai essayé de chercher un autre mot, mais moi je l'ai dit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte ? Donc dans notre cas, oui, et je sais que forcément ça fait partie des débats qui peuvent être très longs dans la phase de choix du traitement des risques, du plan de traitement des risques, avant même que le sujet contractuel soit discuté avec les directions juridiques. Là, vous avez pris l'exemple des États-Unis, qui est pour nous moins un problème que la Chine ou la Russie. Qui arrive aussi avec son lot d'exigences très fortes du point de vue réglementaire et qui nous impose aussi de revoir, parfois avec plus ou moins d'anticipation, notre architecture SI et le stockage de notre donnée. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une activité en Russie, vous savez que c'est extrêmement contraignant. Vous êtes censé stocker l'ensemble des données d'abord sur le territoire russe avant de pouvoir les transférer ailleurs avec le consentement qui va bien. Donc là très clairement, l'utilisation de solutions cloud qui sont hébergées en Europe chez un cloud service provider américain, les choses s'empilent et se compliquent un peu. C'est un peu la même chose avec la Chine qui, on le présuppose, dans quelques années, risque d'appliquer plus ou moins les mêmes contraintes pour au moins les données, en commençant par les données personnelles sur le sol chinois. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment bien répondu à la question. Je pense qu'on n'est pas tous, pour compléter, je pense qu'on n'est pas tous égaux. Hermès, c'est une grande maison. Auchan, on est assez gros aussi. Et donc, on a la chance d'avoir des juristes IT. Donc, ils peuvent nous accompagner. Et bien sûr, on a déjà changé des choses chez Auchan parce qu'on avait des problèmes. Quand la réglementation a évolué, eh ben, on a changé des choses. Et on a su qu'avec certains fournisseurs, on ne pourrait plus travailler. Je ne suis pas juriste, je sais qu'il existe d'autres mécanismes qui nous permettent d'assurer la conformité réglementaire. Donc, quoi qu'il arrive, la conformité réglementaire, oui, on respectera et on s'adaptera aux réglementations qu'on peut avoir dans nos différents pays. La question de la souveraineté au sens, est-ce que vous restez légitime ? Dans notre cas aussi, ça ne pose pas de problème de travailler avec un éditeur américain pour la majorité de nos données, quoi. C'est intéressant parce qu'on a eu la conversation avec beaucoup de nos clients, en fait, de larges clients internationaux et qui ont des intérêts aussi aux États-Unis ou autres et qui disent nous on veut être conforme, on n'a pas de problème avec ça. Enfin, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on ne veut pas que d'un risque qui est difficile à quantifier. C'est que je ne veux pas que le cloud provider fournisse mes données sans que je sois au courant. Je veux qu'ils soient obligés de venir me voir. Alors comment je fais ça ? On les accompagne et ça repose sur 2 piliers principaux, le contrôle des identités, des accès et le chiffrement. Et en rajoutant des surcouches par rapport au cloud provider et en les gardant sous notre contrôle, le contrôle du client au maximum. Par ce biais, on arrive à donner un plus grand contrôle sur la donnée au client, mais au détriment de certaines fonctionnalités qui ont plus ou moins d'intérêt pour lui au niveau métier et qui étaient fournies par le cloud provider. Parce que du coup, par définition, on masque la donnée au cloud provider, donc il ne peut plus la traiter. Donc, je prends un exemple, on sait le faire sur Salesforce
les données seront chiffrées avant d'être poussées sur Salesforce. Le commercial sur Salesforce verra tout clair parfaitement, et on va chiffrer à la volée des champs spécifiques comme nom, tout ce qui est données personnelles, par exemple nominative, le nom, le prénom du contact client, le numéro de téléphone, l'adresse, ça sera chiffré. Donc un ingénieur Salesforce, lui, verra que des champs chiffrés. Mais du coup, l'application Salesforce, et si on chiffre aussi, si on choisit de chiffrer les chiffres, le montant de l'opportunité, Salesforce ne pourra pas faire de traitement et dire quel est le volume d'opportunités qu'on a, la moyenne par marché. Donc, les Anglais disent « there is no free lunch ». Rien ne vient sans contrainte ou sans problématique. On sait faire de belles choses, et il y a de belles choses sur ce sujet qui sont faites. J'aurais pas d'autre chose à rajouter, vous avez très bien résumé l'approche par le risque. Et on va laisser poser d'autres questions parce que c'est exactement les bonnes approches. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez partiellement répondu à la question, au commentaire que je voulais faire. Donc, mon nom est Charles Delaveine et malheureusement, je suis avocat. C'est pour ça, quand il y a des choses à ne pas dire. Voilà. Vous avez évoqué effectivement la contrainte, l'avantage technique du cloud, le transfert et le partage avec l'association de ce provider qui est un tiers à vos systèmes d'information dans le cadre de la gestion de la cybersécurité, dont acte. Vous avez évoqué la conformité, notamment la conformité par rapport à des corpus réglementaires dont la plupart des gens commencent à être familiers, RGPD et autres. Très bien. On peut même parler d'autres conformités par rapport à des contraintes nationales. Maintenant, j'ai une question un peu plus vicieuse. Est-ce que vous avez déjà négocié vos contrats avec vos cloud providers ? Absolument. Oui, monsieur Auchan, oui, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans une situation où n'importe quel acteur peut être en capacité de ne pas être seulement dépendant de la cybersécurité, des moyens et de, grossièrement, les conditions générales ? Je pose la question de manière un peu polémique, mais c'est un véritable enjeu par rapport à la qualité de nos... Enfin, que vous ne nommez pas d'ailleurs, mais des cloud providers. Absolument. Merci. Pas. Donc, est-ce qu'on est tous égaux ? Non, on n'est pas tous égaux. Je me mets à la place d'une PME. Vous allez... voilà les conditions générales de vente. C'est ça qui est beau dans le cloud, en fait. Avant le cloud, on avait un besoin, nous, clients, on exprimait notre besoin et on trouvait un fournisseur qui s'adaptait à notre besoin. Avec le cloud, on a changé le modèle de responsabilité. Le cloud provider vous dit « moi, je fais ça, c'est standard chez moi ». Et c'est à vous de faire l'analyse de risque et de vérifier si ça correspond ou pas. Donc nous, c'est comme ça qu'on le traite. Donc effectivement, on peut négocier des contrats, mais même si on est au champ, il y a des contrats qu'on peut pas, enfin il y a des clauses techniques, des éléments techniques qu'on ne peut pas négocier. Ils vont pas recréer un cloud rien que pour nous. Enfin, ou si ils pourraient le faire, mais on mettra pas le prix. Par contre, on a une vraie démarche d'analyse de risque. Cette analyse de risque, alors je serais plutôt à l'aise pour parler des domaines techniques de sécurité, mais cette analyse de risque, elle inclut bien sûr des éléments liés maintenant à la RSE, par exemple, le domaine juridique, etc. Et on prend des décisions en conscience. On a eu une discussion sur un de nos très gros fournisseurs de cloud, justement sur le niveau de sécurité qu'on allait accepter. Donc, OK, ils nous avaient proposé des choses très très bien en standard, ça nous allait. On avait tous les rapports d'audit, enfin bref, tout allait très très bien, mais on considérait que le niveau de sécurité restait malgré tout insuffisant. On s'est posé beaucoup de questions sur le chiffrement, on a dû débattre de ça, et donc le management a pris en conscience un choix de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Donc on revient toujours sur cette notion de risque, et comme vous le rappeliez, on est dans une relation contractuelle, donc c'est une question de confiance. Un contrat, enfin, à partir du moment où vous n'êtes plus seul, vous faites confiance, plus ou moins à un tiers. Quand on était on-prem, on faisait une confiance aveugle à nos admin 6, qui pouvaient tout faire. Et quand on me challenge là-dessus, des fois je dis mais est-ce que je dois avoir plus confiance en un admin 6 de chez moi qui pourrait avoir des griefs vis-à-vis de l'entreprise, ou est-ce que je dois avoir plus confiance dans un admin 6 chez un cloud provider pour qui Auchan c'est jamais qu'un numéro? Voilà. Moi j'aurais tendance à répondre directement à la question, non pas trop, on négocie pas trop.
c'est quasi des contrats d'adhésion des fois qu'on nous propose. Et nous, on n'est pas gros comme Auchan. Et clairement, sur énormément de contrats signés avec des cloud service providers, la marge de négo, elle est très, très, très limitée. Donc, je dirais, là encore, effectivement, le principal, c'est de prendre un choix éclairé et de savoir quelles sont les limites de ces contrats et dans quoi on met la main. L'un des plus gros problèmes derrière ça, souvent, c'est la dépendance que crée la mise en place de solutions. Enfin, Office 365, je pense que beaucoup d'entreprises ont fait aujourd'hui le choix d'Office 365, qui est un énorme truc qui fournit tous les trimestres encore plus de fonctionnalités et qui ingère encore plus de données. Faire un retour arrière aujourd'hui, c'est hyper compliqué, et le premier effet que ça peut avoir, c'est sur le budget, sur la facture qui nous tendent au bout de 3 ans au renouvellement des contrats. Et nous, on en sort tout juste, et ça a été extrêmement compliqué. Et là, on termine à Office 365 et on relance les discussions pour Dynamics. Donc c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et malheureusement, alors c'est pas forcément, c'est pas super de le dire comme ça, mais on a parfois pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si je reprends le cas de WeChat en Chine, soit on va adresser le marché chinois avec les moyens attendus par les clients chinois, et on accepte clairement que les données qui transitent sur ces plateformes soit encadré par les règles de l'État chinois, et on sait le lien qu'il y a entre Tencent, qui est l'éditeur, et le gouvernement chinois, soit on se coupe clairement d'une partie de notre clientèle qui est énorme sur un marché qui est énorme. Donc c'est comme l'utilisation de Facebook, quand on s'est il y a quelques années posé la question de la mise en place d'une solution de clienteling et de l'usage de Facebook. In fine, c'est voilà le risque en matière de maîtrise de nos données, et on contrebalance ce risque avec la perte d'opportunité pour le développement de l'entreprise et pour son chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est souvent pour beaucoup d'entreprises une sorte de contrat d'adhésion. Et là où je serais un peu plus positif, c'est qu'on l'expérience des années passées impose alors soit des groupes d'entreprises. Je sais que le SIGREF notamment, il y a quelques temps, avait essayé de peser un peu plus lourd, justement, en essayant d'associer plusieurs entreprises pour discuter un peu plus concrètement avec Microsoft. Donc peut-être que ce genre d'initiative sur certains points spécifiques, notamment celui de la facturation, de la tarification, peut aider à peser plus lourd face à des gros comme Microsoft. Voilà, on va essayer de voir le verre à moitié plein et de se dire qu'il y a peut-être, on va dire, par ce genre d'initiative des améliorations. Peut-être que l'État, des initiatives au niveau de l'État, au niveau de l'Europe peuvent aussi essayer d'enrayer un petit peu ce mouvement-là. J'ai un élément complémentaire, parce que c'est vrai que là on s'est beaucoup focalisé sur des gros fournisseurs de cloud, et donc c'est également absolument nécessaire de bien regarder les contrats avec les petits fournisseurs de cloud. Parce que vous pouvez être, une entreprise unipersonnelle peut être un fournisseur de services cloud. Et on en a, on travaille avec des startups, et c'est absolument nécessaire. Donc là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile de négocier sur le contrat. Mais on accompagne également des entreprises de taille plus modeste qui veulent travailler avec Auchan, en leur disant « Ok, tu fais du cloud, tu me dis que tu es responsable ». Mais en fait, c'est insuffisant. Nous, on ne se contente pas d'une ligne dans le contrat qui dit « je suis responsable de la sécurité ». C'est faux. On va vraiment, dans cette démarche d'analyse de risque, on va creuser et on va jusqu'à faire de l'accompagnement, entre guillemets, de start-up pour dire voilà, pour amener le bon niveau de sécurité, c'est ça qu'il faut faire, les gars. Peut-être qu'il reste 2 minutes pour une dernière question, si jamais il y en a une. Non. Très bien. Bon, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous les 4. Et voilà. Je l'ai sorti. Merci.